je vais maintenant passer à l'étape d'après, qui est estimer la durée des activités. L'étape estimer la durée des activités, comme son nom l'indique, c'est pour estimer le nombre de jours nécessaires ou le nombre d'heures ou le nombre de mois. Là, il faut le définir, mais rappelez-vous, c'est pas à ce niveau qu'on le définit, c'est dans la phase planification de la gestion de l'échéancier qu'on le définit. On définit quelle sera notre unité de travail. Donc, et à l'époque, on a dit qu'on va le définir par heure ou par jour. Donc là, on découpe, on estime chaque activité telle qu'on l'aura listée, on lui attribue un nombre de périodes de travail, c'est-à-dire un nombre d'heures ou un nombre de jours hommes ou un... voilà, d'accord? Et ça, convenez avec moi qu'on ne peut le faire que si on a défini déjà, comme par le passé, et organisé les activités en séquence. Comme ça nous permet de voir les interactions et les dépendances entre les projets. Ça, c'est une première chose. La deuxième condition pour pouvoir faire ce travail d'estimation de durée, c'est de savoir, d'avoir une idée claire du nombre de ressources dont on a besoin et de la compétence de ces ressources-là. Parce qu'il y a certaines ressources qui sont compétentes que vous allez mettre sur certaines activités pour raccourcir la durée de l'activité. Et puis, pour certaines activités qui ne sont pas du tout sur le chemin critique, où vous avez un peu de marge, vous allez choisir de mettre peut-être une ressource junior. D'accord? Donc, il est important de savoir le nombre de ressources dont on dispose et les compétences nécessaires, et, enfin, qu'on a sous la main avant de pouvoir faire cette étape d'estimation de durée des activités. D'accord? Alors, la technique pour estimer la durée des activités, il y en a plusieurs. La toute première, c'est ce qu'on appelle le jugement à dire d'experts. Et c'est un peu ce que je vous disais tout au début. Vous vous faites entourer d'experts techniques dans le domaine dans lequel votre projet est en train de se faire. Si c'est un projet de construction, vous allez vous faire entourer des experts en bâtiment, ou si c'est un projet de construction de route, vous allez euh, construction de route ou construction de pont, vous allez vous faire entourer des personnes expertes en génie civil, par exemple. Et ce sont eux, et avec vous, que vous allez définir au fait la durée de chaque tâche. Vous aurez déjà eu à découper chaque tâche en sous-tâches, et donc, eux, avec leur expertise, ils vont pouvoir vous dire ce qu'il faut pour telle ou telle activité, quelle est la durée nécessaire pour telle ou telle activité, et la dépendance qu'il y a aussi entre les activités. Il y a un autre outil qu'on appelle l'estimation par analogie. Oui, ça veut dire qu'en fait, vous avez dans les actifs de l'entreprise un projet similaire qui ressemble drôlement au vôtre. Vous allez, par analogie, euh, euh, déduire la durée de vos tâches. Si euh, par le passé, enfin, le projet dont je parle, c'était la construction d'un, d'un petit pont, et que là, maintenant, ou d'un échangeur, par exemple, et que là, maintenant, vous êtes en train de faire un projet sur un grand pont, vous allez vous appuyer sur les estimations qui ont été faites par le passé sur le projet d'échangeur pour à peu près estimer les durées de chaque phase. C'est ce qu'on appelle l'estimation par analogie. Il y a différents types l'estimation, il y a aussi l'estimation qu'on appelle paramétrique. Là, c'est plus une règle de trois. On sait que, par exemple, pour peindre un mur, vous savez les données, combien de temps il faut pour peindre un mur de 10 mètres carrés, par exemple. Et vous êtes en train de vouloir peindre une maison qui fait 100 mètres carrés. Vous convenez avec moi que s'il vous faut une journée pour peindre un mur de 10 mètres carrés, et tout naturellement, pour peindre les 100 mètres carrés, vous allez faire votre un jour fois 10. Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu de l'estimation paramétrique. Après, il y a d'autres techniques. Et, parfois, on utilise ce qu'on appelle les réserves pour aléas ou les réserves pour imprévus. Là, ce sont des jours supplémentaires qu'on rajoute à chaque estimation pour prévenir d'éventuels risques
au cas où. D'accord? Donc ça, c'est, c'est un peu la technique et en quoi consiste l'estimation de durée des activités. Maintenant, de quoi avez-vous besoin en entrée et en sortie de cette étape? Qu'est-ce que vous livrez? En entrée, comme les autres tâches, vous avez besoin des attributs des activités. Rappelez-vous ce que je disais par les attributs des activités, c'est que c'est le lien de dépendance entre les activités. Quelle est l'activité précédente, quelle est l'activité suivante et quelles sont les ressources liées à chaque activité, le nombre de ressources et la compétence nécessaire pour chaque activité. Vous avez besoin de ces informations pour vraiment estimer la durée des activités. Je continue de le dire, une tâche qui est complexe, qui est sur un chemin critique, il est important de savoir si vous avez la possibilité d'avoir sous la main un expert technique, un senior. Alors, si vous avez un senior, vous, ça va peut-être vous coûter plus cher, mais vous êtes assuré de la durée que vous mettez sur une activité complexe. Maintenant, s'il y a une autre activité qui est moins complexe et qui n'est pas du tout sur un chemin critique, vous convenez avec moi aussi que si vous avez une ressource qui est moins experte ou une ressource qui est junior, vous allez décider de la mettre là-dessus et de lui associer le temps, la durée nécessaire pour ces tâches-là. Parce que quelque part, vous avez aussi en visibilité le budget de votre projet. Quand on met un temps en face d'une étape, d'une phase, quelque part, n'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Donc, oui, il y a un paramètre, il y a un équilibre à chaque fois dont vous aurez besoin. Mais si je mets un expert sur cette tâche, certes, il va me coûter plus cher, mais c'est certainement parce que je n'ai pas le droit, je n'ai pas la possibilité de retard possible. D'accord? Par contre, une tâche où j'ai suffisamment de la bande passante, je peux me permettre d'avoir un peu de retard. J'irai chercher, j'y mettrai une ressource qui me coûte moins cher, une ressource junior ou une ressource moins qualifiée, ainsi de suite. Voilà. C'est important d'avoir ces différentes notions-là. Vous avez besoin pour faire cette tâche-là, le calendrier des ressources pour savoir leur disponibilité. Vous avez besoin de savoir le registre des risques, une chose dont vous avez déjà hérité avant d'arriver à la phase de planification, parce que c'est c'est quelque chose qui se fait dans la phase d'initialisation. Vous aurez besoin donc de la structure de découpage des ressources et vous aurez tout naturellement besoin des actifs organisationnels et des facteurs environnementaux pour faire ce travail. Une fois que vous avez tous ces éléments, bien sûr, vous allez maintenant utiliser la technique dont je vous ai parlé dans le slide précédent. Et en sortie, vous allez donc fournir une estimation de durée de chaque activité. Voilà. Chaque activité sera associée à une durée. Ce n'est pas au pif. Ces durées ont été bien réfléchies en fonction de la complexité, en fonction de la qualification de la ressource qu'on a mise là-dessus et en fonction aussi du chemin critique sur lequel se trouve l'activité en question. Voilà. Et en sortie aussi, vous aurez à fournir donc la mise à jour des documents parce que initialement, au démarrage du projet, il y a eu une estimation à la louche qui a été faite. Là, à l'issue de ce travail, et, qui est l'estimation de durée des activités, vous irez aller mettre ce document à jour pour que ça constitue ce qu'on appelle la, la référence de base pour pouvoir après dire si on est en retard ou si on ne l'est pas. D'accord? Voilà. C'est très, très, très important de faire le travail dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté les choses jusqu'à présent.